Bonjour dans le chat, bonjour à tous, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Le podcast, vous le savez, a lieu en ce moment même sur Twitch, rediffusé sur YouTube. Donc si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça nous aide énormément. Surtout que là, Rusty, on est en mission. Là on active la mission 100 G's. Après les 50 G's qui ont été pleinement validés, là la 100 G's est lancée. Vous pouvez le voir, ça se passe ici. Hop là. Wow. Tac. Il y a les 100 G's juste là. On compte sur vous. Bien. On lance le générique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Khabib Nurmagomedov, à Fares Ziam et à plein d'autres choses. À Demian Maia aussi parce qu'il faut qu'on en parle. Générique, Rust. Générique. Let's roll. Swear. We're back. Alors, on commence par... Allez, Fares Ziam. Fares Ziam qui va prochainement faire son retour. Mais oui, Fares Ziam, que l'on suit depuis ses débuts à l'UFC. On était là lors de son premier combat. On était là lors de son deuxième combat. On n'était pas là lors du troisième. Mais là, il revient, Fares Ziam, face à quelqu'un qui a une certaine hype, mine de rien. KO en 7 secondes, record de la catégorie lightweight à l'UFC. Terence qui a fait un forte impression lors de l'UFC 263, et là on a vraiment l'impression 267 Non, pardon, tu sais, en plus tu sais tout ça mieux que moi, non, je sais pas pourquoi je me mets là-dedans. Non mais pas de souci. Et donc bref, donc Fares Ziam qui revient face à lui très prochainement. Rose va vous expliquer tout ça. On a l'impression un petit peu que c'est, je vais pas dire que c'est un do or die, mais que c'est un peu là, enfin c'est assez particulier. On a l'impression en tout cas que c'est un test pour Fares Ziam. C'est quelqu'un qui est dans la même situation que lui, à savoir un jeune qui est prometteur dans cette catégorie lightweight, toujours plus chargé, plus globalement. On en parle à chaque fois. C'est parti, Rust, parole à la défense. Ouais, bah en fait, je te rejoins sur le côté do or die, mais en fait pas forcément dans le sens péjoratif, parce que je pense que c'est simplement Terence McKinney, l'adversaire de Fares Ziam. C'est un mec, c'est un finisher, mais un finisher total. C'est vraiment, c'est spartiate dans le sens, c'est soit je reviens avec mon bouclier, soit sur lui, quoi. C'est finish à tout prix, que ce soit lorsqu'il gagne ou lorsqu'il perd. Et du coup, je pense que Fares Ziam, là, c'est bon. Il a cimenté sa place à l'UFC et quoi qu'il arrive, à jamais, il a 2 victoires à l'UFC, ce qui est magique, quoi, ce qui est exceptionnel. Mais comme ce sont, pour les 3 combats qu'il a fait, Fares, ce sont des décisions. En fait, je pense que là, l'UFC est en mode, OK, parce que c'est un prospect. En plus, il est français et on sait que c'est un marché que l'UFC regarde avec un œil très, très, très particulièrement, attentif. Et là, je pense que l'UFC est en mode, OK, là, face à Fares, du coup, on va mettre un mec contre lequel il y a quand même très peu de chances que ça aille à la décision. On va mettre un mec face auquel... Que des finishes, victoire ou défaite. 11-3 en carrière, Terence McKinney, 11 victoires par finition, 3 défaites par finition, c'est complètement fou! Mais c'est pour ça. Et du coup, en plus, comme tu l'as dit, son dernier combat, c'est un KO en 7 secondes et le mec a établi un record. Donc, je pense que là, vraiment, l'UFC est effectivement en mode, comme ça nous permet de tester les deux. Parce que, mine de rien, pour Terence McKinney, c'est quand même un sacré test aussi. Parce que s'il y a bien un truc qu'a prouvé Fares Ziam en 3 décisions, c'est qu'il est ultra solide. Parce que, pour en arriver là et donc à dominer 2 combattants sur les 3 qu'il a combattus pendant donc les 15 minutes et les juges ont décidé ensuite qu'il en était sorti vainqueur, ça veut dire qu'il est ultra solide. Et du coup, c'est parfait pour les deux, parce que pour les deux, c'est le test idéal. Pour Fares Ziam, il y a des grandes chances du coup que ça se finisse en feu d'artifice, que ce soit un énorme bangers, et que du coup, Fares Ziam, si c'est lui qui en sort vainqueur de manière spectaculaire. Donc c'est tout bénef, parce que là, du coup, pour l'UFC, ça commence à, ils peuvent commencer à enclencher la machine. Et si jamais l'UFC, parce que Terence McKinney est américain, voit Terence McKinney gagner, du coup, Terence McKinney aurait gagné contre un adversaire qui a donc prouvé qu'il était complètement au niveau UFC et légitime même sur des décisions, etc.
Donc pour l'UFC, de toute façon, c'est pas à nous de dire si c'est un bon matchmaking, hein, mais c'est du très bon matchmaking pour ce que ça vaut. Et du coup, c'est cool, c'est parfait. Franchement, je suis content pour Fares parce que ça va faire un putain de combat. Pardon de la vulgarité. Et c'est cool parce que Terence McKinney, du coup, c'est un mec qui, comme il est sur une espèce de hype médiatique, Fares Ziam va en bénéficier aussi quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est cool, c'est cool. Rose valide le choix de l'UFC. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. En tout cas, ça se déroulera le 20 novembre prochain. Un UFC Fight Night en tout cas. Bon, ma foi, je trouve que c'est pas mal pour Faresia, mais à mon sens, hein, il avait vraiment besoin aussi pour lui, pour sa carrière, tu vois, d'un adversaire qui permette, on va dire, d'avoir un petit peu de lumière. Il a cherché longtemps ce combat contre Bobby Green. Je pense que c'est pas complètement écarté, mais pour l'instant, c'est assez compliqué pour lui de réussir à l'obtenir. Bobby Green qui a quand même affronté Raphaël Fiziev dernièrement. Donc là, ils sont au niveau, on va dire, de leur carrière, ils sont pas au même stade, mais c'est vrai que ça lui fera du bien, je pense, parce que il y a pas mal de gens qui doivent découvrir Faresiam, et on le rappelle, juste à son dernier combat, jusqu'au la grosse alerte sur le bras arrière qui a été un petit peu chaude pour lui, c'était vraiment masterclass masterclass. Il maîtrisait vraiment complètement son adversaire, et donc c'était pas une énorme domination en termes de dégâts infligés, mais il avait complètement unifié les forces adverses, et puis il gagnait les rounds, donc il a fini 2 rounds à 1, victoire par décision majoritaire, et voilà, donc en tout cas il avance, 2 victoires consécutives pour lui. Là il va tenter de passer la 3e face à l'américain, et puis ensuite à suivre, hein, parce que je sais pas d'ailleurs où il en est avec son combat, il nous l'avait dit je crois en interview, et peut-être qu'il a re-signé, je ne sais plus trop, faudrait rechecker cette interview là, mais en tout cas ça montre, et ce qui est bien mine de rien aussi, c'est que là il va avoir un petit peu plus d'activité, parce que c'est vrai qu'il était à 1 combat par an. Ouais. À son âge, non, c'est clair. Dommage. Mais pour Bobby Green, je pense pas que ce soit complètement même. Je pense pas qu'ils soient si loin l'un de l'autre. En fait, tu penses avec une victoire contre Terence McKinney là, il pourrait avoir spectaculaire. Bobby Green. Je pense. Si la victoire est spectaculaire et que en gros là c'est en mode ah oui d'accord le Faresiam 2.0, enfin là c'est bon, enfin personne n'est prêt en fait. Si c'est une victoire où on en sort avec cette impression et qu'il continue de call out Bobby Green en mode, mais tu sais, en jouant en plus en mode, bon, Bobby Green, ça fait plusieurs fois, machin, enfin, un truc, quelle que soit la manière dont il le tourne, en gros, qu'il soit un peu marrant, ou qu'il soit cool, qu'il soit fun, et que l'UFC puisse l'utiliser ensuite. Bobby Green, même s'il sort d'un combat, mais un des combats de l'année avec Fiziev, c'est une défaite. Et du coup, comme le bilan de Bobby Green est, il me semble assez mitigé sur ces dernières années, sur ces dernières sorties, au niveau des dynamiques, pour moi, ça aurait du sens, quoi. Enfin, le prospect, 24 ans, Faresiam. Enfin, c'est de la folie, c'est fou. Donc, le prospect de 24 ans, français, qui monte et qui sort d'une victoire spectaculaire contre Bobby Green, qui est le vétéran par excellence, et qui est aussi, du coup, si tu le bats, pour le coup, je pense qu'on peut dire gatekeeper pour Bobby Green. Si tu le bats, là, c'est que t'es prêt pour le grand bain, en tout cas. Je pense que c'est imaginable, hein, en vrai. Si jamais, je sais pas si Faresiam est toujours dessus, enfin, parce que ça se trouve, il est en mode, bon, même moi, ça me saoule maintenant, Bobby Green. Mais si jamais c'est vraiment une étape par laquelle il veut passer absolument, parce qu'il aime bien Bobby Green, parce qu'il aime bien son style, parce que, je pense que c'est toujours à portée de points. À portée de points, affaire à suivre, en tout cas, pour Faresiam et sa quête de Bobby Green. Bien. Sinon, non, pour le reste, on n'a pas vraiment de questions par rapport à ça. On a Shrolo Lucifer. Shrolo Lucifer qui nous dit, parlons de Giga Chikadze, on en a déjà parlé, c'était lundi, preview complète de la carte du week-end. J'en profite aussi, Rust, pour parler d'une des prochaines cartes de l'UFC, je crois que c'est la carte du 18 septembre. Assez surpris de la part de l'UFC, il y a pas mal de gens qui nous avaient interpellés par rapport à ça pour nous dire c'est assez surprenant les dernières cartes de l'UFC, bah oui. Là on a quand même un main event, là le poster vient de sortir, même moi je ne comprends pas. Donc samedi 18 septembre prochain l'UFC Apex, un choc en light heavyweight, Anthony Smith contre Ryan Spann. Je suis vraiment très surpris. Je crois que là, c'est vraiment une de ces instances où il faut. Ross n'était pas disponible. Faut une carte. Faut une carte, quoi. Enfin, c'est vraiment. Il faut un truc. Enfin, je pense que c'est vraiment. On en est là. C'est-à-dire que, à mon avis, l'UFC a tout simplement un comptant d'événements par an qu'il doit remplir, peut-être à certaines dates en particulier même.
Et bah voilà, là il fallait une carte, il fallait un main event, donc ils ont pris qui y avait quoi. Vraiment, je pense que c'est une de ces instances parce que le combat en lui-même, même sur une main card d'un UFC numéroté, on serait en mode ouais, ok, main card, mais juste, tu vois. C'est clair. Bon. Flantier 94 qui nous dit les Fight Night sont plus claqués que mes chaussettes. C'est chaud là. Que mes claquettes, pardon. Que mes... Ça veut rien dire. Pas pour moi. Mais par contre, oui. Et là, on a été interpellé sur ça, et je suis bien d'accord. C'est que la Fight Night de la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on va en parler avec Rust, on va prendre le temps. Parce que ça annonce une prochaine défaite pour Darren Till. Donc Derek Brunson contre Darren Till, Hey dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Il y a pas mal de gens qui sont en mode waouh, la carte est assez lourde. Oui, la carte est assez lourde parce que ça devait être l'UFC London. Et donc en gros, justement, chaque année, quand l'UFC vient à Londres, bah, ils mettent en avant forcément les combattants anglais. Et donc là, ils ont délocalisé tout ça à l'UFC Apex pour des raisons de coronavirus. Et donc ouais, forcément, il y a pas mal de combats assez sympas. Il y a Thomas Pinal, Sergei Pavlovich en co-main event. Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais. Et il y a aussi Modestas Bukauskas contre Khalil Roundtree. C'est donc on va voir Bangkok ready. Exactement. Et notre cher Paddy Pimblett qui revient face à Luigi Vendramini que vous connaissez désormais. Ah, Faresian. Exactement. Donc après, pour le coup, Paddy Pimblett contre Faresian, moi j'aimerais bien voir ça à Londres. J'aimerais bien voir ça, tu vois. Oh ouais. Ah ouais. Oh, ce serait ouf. Alors là, par contre, c'est quand Faresian aura gagné. Si call out Paddy Pimblett et que Paddy Pimblett gagne aussi son combat et répond au call out, alors là, ça va être stylé. Hein. Mais pour le coup, j'espère que Faresiam est chaud et prêt avec son anglais parce que alors là, par contre, ça va être les orgues de Staline au niveau des punchlines du côté Paddy Pimblett. Ça va sortir de partout, ça va être surpuissant. Il faudra être prêt à dégainer pour répondre quoi. Mais ce serait ouf. Au niveau visibilité pour Fares, ce serait incroyable. Et puis sur l'undercard, il y a quand même deux autres petits combats que je note. Moi, c'est Jack Shore contre Saïd Nurmagomedov. Oh là là, ouais. Et surtout, et là, je suis assez surpris du matchmaking de l'UFC, Leron Murphy contre Charles Jourdain. Après, c'est deux prospects, hein. Ouais, mais pour moi, tu vois, Leron était dans une autre phase de sa carrière, on va dire désormais. Mais bon. Leron Murphy, attends, Ouais. parce que moi, de ce que je me souviens, Leron Murphy, il était sur la pente ascendante. C'était un jeune prospect. Undefeated Leron Murphy. Ouais. Qu'on avait vu, je crois, faire match nul face... Tac. À Zubaira Tukhugov. Exactement. Et pour toi, il est dans une différente phase de sa carrière, Leron Murphy, dans le sens, c'est un up and comer, enfin, c'est un mec qui monte, et donc il faudrait un petit peu, Ouais, moi je me serais dit, là maintenant, à ce stade de sa carrière, tu vois, il allait pas affronter Charles Jourdain, mais plutôt, tu vois, un mec qui était gatekeeper. Parce que, Cocorico Charles Jourdain représente le Québec, mais on avait quand même... Enfin, je sais pas, moi j'aurais bien aimé le voir continuer, tu vois, avec des... Enfin, il a pas une carrière facile, Charles Jourdain, depuis ses débuts à l'UFC, tu vois. Non, c'est clair. Et moi j'aurais bien aimé qu'il lui laisse un petit peu l'occasion de monter. Mais par contre, oui, j'avoue, putain, Charles Jourdain, il a pris Do Choi, il a pris André Philly, Desmond Green, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est dur, alors que le mec, franchement, il a un superbe style, il est plutôt beau gosse en plus. Pour l'UFC, pour laquelle, mine de rien, le marché canadien est assez intéressant, t'as tout intérêt à pousser un mec comme ça, tu vois. Et là, le gars, il se retrouve avec un bilan. Bon, clairement, c'est pas dégueulasse, hein. Il est à 11-3. Mais à 11-3, en ayant perdu à chaque fois contre des mecs, bon... Mais par contre, je crois que ça n'est plus d'actualité, je crois, Leron Murphy. Je crois qu'il est blessé. Il a été remplacé par Julian Erosa. Ah, bon, bah, je suis parfaitement d'accord. Alors, y a pas de souci. parce que moi, j'avais vu l'annonce du combat. Charles Jourdain avait aussi communiqué par rapport à ça. Et donc, si Russ le dit, je pense que c'est la vérité. Bah, je sais, à voir. Moi, les dernières news que j'ai, c'est... Eh oui, ça... La nouvelle hyper fragile, il y a 14h, Charles Jourdain affrontera finalement Julian Erosa le 4 septembre prochain. Bon bah voilà. Mais c'est vrai que la carte est stylée parce qu'il y a Jack Shore qui lui aussi est un énorme prospect européen, c'est un champion du Cage Warriors. Invaincu. Et Thomas Pinal, Paul Craig, je pense que c'est un de mes combattants préférés aussi. Ah mais donc, oui
Paul Craig qui est là, Mark Dayakis qui est pareil, et d'ailleurs on l'avait croisé en revenant je crois de la Fight Island, et ce mec, c'est un des mecs les plus cool du monde, genre à l'aéroport il nous avait parlé PS4 et tout, enfin c'était trop stylé. Et oui, et Gustafsson qui est out du combat contre Paul Craig. Oui c'est ça, et oui, ah merde. Et ça et c'est oui, dommage oui. aussi. Ah ouais, ah c'est horrible, la carrière de Gustafsson c'est dur quand même, hein. J'ai l'impression qu'il est blessé tout le temps maintenant en fait. Entre ça et le fait que ses retours soient assez décevants. Hein. Ouais, bah ouais, contre Verdum, c'était terrible, hein, c'était vraiment terrible. Mais oui, non, c'est vrai, c'est une bonne carte européenne, Brunson Till. En plus, du coup, on va pouvoir observer avec bonheur le retour de Darren Till victorieux. Enfin, ça va être vraiment. On cool. verra, on en reparlera la semaine prochaine. On a Nemrod 15 qui nous dit Gustafsson, j'y crois plus trop, ne t'inquiète pas, Nemrod. Gustafsson n'y croit pas trop non plus. Avançons. Ouh, il fait froid d'un coup là. Ouais. Oh là 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 là. Non mais blague à part, non, par rapport à Gustafsson, vous le savez, on respecte tous les combattants. C'est une petite blague, parce que c'est vrai que là, sur ses dernières sorties, il n'est plus que l'ombre de lui-même. On parle d'un mec qui nous a vraiment fait rêver. Et là, j'ai vraiment l'impression que le feu est parti pour Alexander Gustafsson, hein, parce que c'est pas, en l'espace de quoi, de 4 ans comme ça, de s'éteindre complètement, qui est plus aucune combativité, qui est vraiment cette impression de regarder le combat contre Anthony Smith, contre Yves. Mais ce que t'as dit là, c'est ce qu'il a dit lui-même, hein, qu'il n'avait plus le feu. Donc, en fait, à partir du moment, c'est vrai, il y a des seconds souffles hein, dans les carrières, c'est clair, et le nombre d'exemples est quasi infini de combattants qui disent avoir perdu l'amour du MMA à un moment donné de leur carrière et l'ont retrouvé et ont eu énormément de succès. Ça, il y en a plein. Mais il y a aussi des exemples dont Gustafsson où ils ont, de leur propre aveu, perdu l'amour et le feu pour le combat, le MMA, etc. Et t'as plus l'impression que quand ils reviennent, c'est par obligation et parce que ça leur permet de gagner leur vie, plutôt que parce qu'ils ont vraiment envie d'être là, en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne avec le Mauler Gus. Et du coup, c'est ça qui, c'est vrai, rend un petit peu le truc triste, parce que perso, c'est un des mecs avec lesquels j'avais vraiment découvert le MMA. Enfin, quand il débutait, d'ailleurs, il avait affronté Cyril Diabaté. Je me dis, wow, putain. Et c'est vrai que de le voir là, comme ça, c'est un petit pincement au cœur, quoi. Mais en tout cas, on le verra même pas de toute façon dans la carte Derek Till. Oui, c'est ça, Derek Brunson versus Darren Till. Parce qu'il est blessé, quoi. Ouais, c'est un peu à la manière de Rory McDonald, hein, mine de rien. Ouais, bah ouais. Mais pareil, hein, effectivement, Rory McDonald qui lui-même l'a dit, il a perdu le feu, c'est plus pareil, etc. Et depuis, voilà. En comptant le combat contre Robbie Lawler, Rory McDonald, là, il est à 4-6-1. C'est dur. C'est dur, d'autant plus que ses dernières défaites, du coup, c'est au PFL. Exactement. Non, franchement, c'est comme quoi, hein, de temps en temps, il y a des choses qui se passent comme ça chez les combattants. Bah ouais. On avance, mon cher Rust, avec l'autre sujet. Khabib Nurmagomedov, oui, qui a été qualifié par Paddy Pimblett quel est l'équivalent, en fait, de Karen du MMA en français? Il a dit ça, Paddy Pimblett? Il a dit ça, Paddy Pimblett. Oh, putain. Quel est l'équivalent en français? Trop marrant. Oh. Bah en fait, c'est difficile à dire, mais parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais on peut le décrire en termes de. en gros, les Karen dans le monde anglophone, c'est typiquement physiquement, ce sont des femmes d'un certain âge, donc à partir de la cinquantaine, qui ont des coiffures avec généralement les cheveux plutôt courts derrière et une mèche un peu longue devant, et qui grosso modo sont des mères de famille mais pas très heureuses, et qui du coup se plaignent tout le temps de tout et font un peu chier le monde pour tout le temps. Ça, c'est une Karen, en fait. C'est ce qu'on appelle une Karen du prénom Karen. Et du coup, c'est quand même assez marrant que Paddy Pimblett utilise ce terme-là. En vrai, c'est pour ça que si jamais ça se fait avec Fares Diam dans le monde parfait, franchement, il y a intérêt d'être prêt en anglais, Fares, parce que ça va exploser, quoi. Et du coup, c'est assez rigolo que Paddy Pimblett utilise ce terme pour décrire Khabib Nurmagomedov. En gros, Khabib, du coup, qui a dit que les ring girls étaient les personnes les plus inutiles du monde du MMA. Mais du coup, le fait de répondre avec humour comme ça, c'est génial. Bah,
Du coup, là, j'imagine qu'on peut aller dans le sujet et commencer à en parler au-delà de ce qu'on a dit Paddy Pimblett. Ah bah il y a Flantier94 qui nous propose Josiane du MMA. Oh. Bah on a Oui, un oui, peu si, 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 si. l'image. Non, ça marche de ouf, mais c'est juste que je connais une Josiane et du coup, ça me fait mal au cœur. Ouais, Josiane, la Bon femme de Roland, on nous agriculteur et ah, quelqu'un de ouf. qui a le cœur sur la main. Donc, ouais, On a incroyable. aussi une autre proposition, Ross, pour éviter justement à toutes les Josianes de France de se sentir un petit peu mises sur le côté. On nous propose également Chantal, Réac et Aigri. Chantal, c'est bien, je pense. Chantal, c'est bien. Ouais, Maintenant faut que qu'on ça s'appelle propose à Chantal, l'Académie ça fait française. plaisir. Allez, c'est parti, avançons. Ouais, donc non, et donc donc Rabib qui a eu ces déclarations, est-ce que tu veux les lire ou je les lis les déclarations qu'il a eues? Rust avec son timbre de voix que les femmes apprécient particulièrement. Ah bah, et bah ça arrive, bah oui, dans le chat en plus, c'est parti. Écoutez, je ne veux blesser personne. Oh, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que quand je t'ai envoyé le texte Oui, ce matin, oui, il y a une belle faute. Oui. il y a une magnifique faute d'orthographe. Donc c'est Rabib. Je ne veux. Écoutez, je ne veux, écoutez, je ne veux blesser personne, mais les ringers, oh la vache, j'ai oublié les ring reels. Bon, excusez-moi, j'ai envoyé un texte, mais ridé de faute à Guillaume. Écoutez, je ne veux blesser personne, mais les ring girls sont les personnes les plus inutiles des arts martiaux. Quel est leur but? Voilà ma question. Vous pouvez montrer sur l'écran que nous sommes au second round. Je suis conscient que ça fait partie de l'histoire, mais l'histoire fait des erreurs. On s'instruit sur l'histoire pour éviter de refaire les erreurs du passé dans le futur. Si on regarde l'histoire, elle nous dit que les ring girls sont inutiles. C'est mon opinion personnelle. Par exemple, je suis assis avec mon père. Chacun a ses propres préférences, sa culture, ses valeurs. Je viens pour une nuit de combat et je m'assois avec mon père. Ces filles passent devant nous et montrent que nous sommes au deuxième round. Pourtant, personne ne regarde leur panneau. Et moi, je suis mal à l'aise avec mon père. Je ne suis pas contre. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais ne me l'imposez pas. Faites-le à côté. Il y a d'autres endroits pour le faire. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est mon opinion personnelle. En fait, la première fois où j'avais vu le gros titre, Khabib Nurmagomedov dit, je trouve que les ring girls sont les personnes les plus inutiles du monde des arts martiaux. Si je suis tout à fait honnête, ma première réaction, ça a été un peu la même que Paddy Pimblett, en fait. Et d'ailleurs, je vais même lâcher le terme, et je t'avais envoyé par message, aïe aïe aïe, papy ronchon, quoi. Mais en fait, à la lumière de sa déclaration complète, en fait, ça se tient totalement, en fait, dans le sens, de toute façon, c'est la culture du sport aux États-Unis. Enfin, que tu regardes un match de foot américain ou de hockey, il faut des pom-pom girls, il faut là, en boxe, en combat libre, etc. Il faut les ring girls, machin. Ça fait partie, en gros, aux États-Unis du package, grosso modo, quand tu fais quand tu fais un show, quand tu veux faire un show. Et d'ailleurs, c'est même assez intéressant puisque même les shows 100% féminins comme le Invicta, elles-mêmes ont retourné le truc de manière assez marrante en mettant des ring boys, donc des mecs qui se baladent à moitié à poil entre les rounds. Et donc il y en a un, d'ailleurs, c'était un des combattants, c'était Elias Theodorou, qui était combattant de l'UFC, qui avait pris la blague à cœur, et du coup qui avait fait ça, c'était assez marrant. Donc en fait, ça fait vraiment partie de la culture américaine dans les sports que d'avoir une ring girls qui effectivement se balade avec son panneau et t'explique à quel round on est pour ne pas être perdu. Et en fait, c'est... Honnêtement, et c'est surtout ça l'utilité. Moi, je sais que la plupart du temps, je sais pas à quel round on est. Et heureusement que la ring girl est là, parce que sinon, je serais perdu, tout simplement. Et oui, c'est pour ça. Et moi, elles ont un des rôles les plus importants, justement, je pense, au contraire. Non, mais voilà, il a raison. Fondamentalement, Khabib a raison. Elles sont inutiles. En fait, ça fait partie du folklore et c'est vrai que je pense que les Américains répondraient peut-être, disons une partie peut-être des Américains, enfin peut-être pas en ce moment parce que c'est vrai qu'avec la culture aujourd'hui en 2021, beaucoup moins permissive au niveau de l'image de la femme, etc. Je pense qu'effectivement les ring girls, si ça se trouve, leur jour est compté, tu vois, de la même manière qu'au Tour de France, il y avait eu du lobbying pour que les filles qui font les bisous et portent les fleurs soient supprimées du truc. Ça se trouve, il y aura un gros lobbying pour que les ring girls disparaissent aux États-Unis. Honnêtement, c'est fort possible vu l'ambiance actuelle. Mais en tout cas, en termes de raisonnement, maintenant que j'ai écouté et que j'ai lu ce qu'il avait à dire au total,
ça se tient. C'est-à-dire que rationnellement, c'est vrai, elles sont inutiles. Ça fait partie du folklore. Donc après, c'est un autre débat de se dire, est-ce que, comment dire, l'importance du folklore et de la tradition, oui. On a 0 à 100, donc Kayleigh Jack qui nous dit c'est une culture qui objectifie les femmes, sinon tu mets des mecs à poil à la limite. Les Américains, du coup? Ouais. Bah, du coup, ils l'ont fait. Ils ont mis des mecs à poil pour le Invicta. Non, mais Donc, pour moi, ça fait juste partie du folklore sport de combat, tu vois. ouais, c'est-à-dire que ben en fait aujourd'hui ça changera peut-être vu que c'est comment dire l'ère du MeToo et tout ça, tu vois. Mais en soi elles sont inutiles, mais ça fait partie du truc. Donc c'est vrai que je comprends totalement en fait la réaction de Habib parce que d'autant plus que El Famoso, tu vois, tu regardes par exemple un film quand t'es petit avec tes parents et à un moment donné il y a une scène un peu chaude dans Robin des Bois ou quoi que ce soit, t'es pas bien, tu vois. Bon là c'est ça mais fois 1000 parce que en plus du coup moi je dis ça en tant que mec qui a une culture occidentale etc. C'est vrai que quand tu viens du Daghestan, je pense que ce genre de situation où t'as une ring girl qui se balade devant grosso modo à poil, bah c'est clair que ça choque, tu vois. Donc je comprends son raisonnement. D'autant que ce que je respecte surtout, c'est le fait qu'il dit faites ce que vous voulez, c'est mon opinion personnelle. Il est pas en mode je vais commencer une pétition pour que les ringers disparaissent aux States, tu vois. Enfin, il est en mode bon bah je comprends que ça fait partie du folklore, c'est juste que j'aime pas ça, c'est pas mon truc, machin. Donc en fait, je sais pas où est-ce qu'on peut aller à partir de là, parce qu'il y aura rien, je pense, qui changera à partir de ça. C'est simplement il donne son opinion. Elle a du sens et elle est rationnelle, mais d'un autre côté, s'y oppose le folklore américain. Tu vois, enfin Dana White, je pense que les Ring Girls, il est conscient que ça fait partie du truc et je pense qu'il a aucune envie que ça disparaisse. Il est conscient que ça fait aussi partie de l'attrait pour une partie des fans qui viennent pour couler des bières, qui pensent que le nom du sport ça s'appelle faire de l'UFC, etc. Tu vois, il est conscient de ça et du coup, je pense que c'est un truc qui ça ne mènera pas à grand chose. C'est simplement Khabib qui donne son opinion, mais c'est intéressant en tout cas. On a remarque assez intéressante de Chips au thon qui nous dit Chips au thon. Ah, parce que du coup, j'imagine qu'il l'a écrit en phonétique. Exactement. Enfin, ils sont forts, les gens. Pour moi, ça dessert la crédibilité des sports de combat aux yeux de ceux qui découvrent. Particulièrement les femmes qui découvrent. Alors, les bips, c'est génial, mais c'est pas le lieu pour moi. Pas besoin de ça pour créer du show ou de la hype. C'est vrai. Et en fait, c'est vrai. Donc là, on est vraiment sur la question de est-ce que c'est un folklore qui a été établi, mais qui est vraiment utile et qui a sa place en fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'un truc existe que il doit exister à jamais. C'est clair, c'est une évidence et la personne a raison, tu vois. Et d'autant plus que c'est vrai, je sais pas pour toi, Guillaume, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où j'ai montré du MMA à des néophytes, quel que soit le combat, quel que soit le machin, parce que le combat était ouf, parce que tout ça. Et c'est vrai que le moment où les ring girls apparaissent pour marcher sur les côtés du ring et montrer qu'on est au numéro 2, ça n'a jamais manqué. C'était tout le temps en mode oula, d'accord, ouais, faut des meufs avec des gros nichons, parce que sinon, machin, enfin bon. Et c'est vrai que derrière de dire ah non, mais maintenant le MMA c'est bon, hein, c'est un sport, c'est machin, c'est régulé, c'est cadré, c'est vrai que t'as pas la même crédibilité quand quelques secondes après t'essaies de faire cet argument. Donc ça fait partie du folklore, oui. Aux States, c'est ancré dans le truc, mais c'est vrai que ce serait pas forcément déconnant que ça disparaisse dans les années à venir, quoi. En tout cas, à suivre. On remercie Manuel Farah qui est passé nous faire un petit coucou dans le chat, mon cher. Oui, si. Donc, formidable, hein, n'est-ce pas? Formidable. On a aussi Krusty Bap 95 qui nous dit, et là je suis assez d'accord avec lui, ça crée des emplois. Oui, bah c'est l'éternel débat. C'est comme pour les meufs du Tour de France, tu vois. Mais bon, bah à un moment donné, c'est voilà. Non, mais blague à part, oui, c'est ça. Ça fait partie du folklore et je pense qu'à mon avis, un jour ou l'autre, ça va être amené à disparaître, tout simplement. Donc voilà. Et puis c'est vrai que aussi, hein, on en a pas parlé, mais c'est vrai que pendant les événements UFC, moi, ça met toujours un peu mal à l'aise. Tu sais, quand il y a justement, quand la ring girl passe en soi, moi, j'ai aucun problème, mais c'est plus les réactions de certains spectateurs qui soient cibles comme des énormes pourceaux ou d'autres trucs comme ça. Où là, vraiment, t'es un peu, t'es dans une situation où tu fais.
les gars, on est en 2021 quand même là, et ça met un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais ça c'est plutôt au global, hein, parce que c'est vrai que quand vous regardez, si vous avez eu la chance déjà d'aller à des combats UFC, pas en France, parce qu'en France, enfin, quand je disais combats, que ce soit boxe ou autre discipline, en France les gens savent se tenir à peu près, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, de temps en temps, t'as des mecs qui lancent des trucs, même pendant les combats, tue-le! Enfin, c'est bizarre. Ouais, Et c'est ces mêmes ça, gars-là c'est... qui vont réagir aussi quand les ringers passent. Ouais, c'est ça. Bah, après, le coup du tue-le, je me souviens, c'est Jean-Charles Skarbowski, enfin, un légendaire Nakmoy français qui disait que c'est ce qui le gênait le plus. Et c'était vraiment intéressant, sa réflexion, c'était d'ailleurs de dire les gens les plus violents dans une salle, c'est pas forcément les combattants, c'est ceux qui crient tue-le. Et ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Et c'est vrai. Et du coup, ben, je sais pas exactement si on est en France plus respectueux. J'espère, ce serait cool. Mais parce que du coup, si Skarbowski disait ça, c'est peut-être qu'effectivement il l'avait vécu lui-même en France. Mais c'est vrai que pour les ringers, c'est pareil en fait. C'est vrai qu'aux States, ils sont très très relâchés par rapport à ça. Disons les spectateurs qui sont en confiance et qui lâchent ce genre de scud en plein event. Mais c'est vrai que ça met mal à l'aise. Pour le coup, c'est vrai, et sans faire notre sainte mitouche, tu vois, mais c'est vrai que c'est super malaisant, quoi. Enfin, quand t'as un mec, un beauf qui lâche, ouais, vraiment des horreurs, tu vois. Enfin, je vais pas répéter, mais pour éviter les gens des samples, tu vois. Mais c'est super malaisant, et c'est vrai que c'est un truc qui, même s'il fait partie du décorum, ça devrait effectivement faire partie des premiers trucs à dégager. Disons, j'aurais pas eu d'utiliser ce terme-là, c'est trop violent. Mais ça devrait faire partie effectivement de ces trucs où l'utilité comparée à comment dire la force du folklore dans le sens ça c'est pas non plus une tradition millénaire, tu vois. Enfin c'est pas quand on parle de folklore c'est pas un truc qui dure depuis l'Antiquité grecque et donc c'est difficile de s'en séparer. Non, c'est un truc qui a été instauré probablement aux States le siècle dernier on imagine et du coup depuis on a ça, mais c'est pas quelque chose qui est genre comment dire gravé dans la roche quoi. Oui, Hashtag non, sniper. non, je pense que ils les supprimeront plus ou moins parce que pareil, c'est vrai que j'imagine mal les ringers être remplacés par des ring boys par exemple. Donc, Non. donc à mon avis, il y a quelqu'un qui avait émis une hypothèse. Je pense que c'est la plus probable. Elle devrait être remplacée à mon avis par des drones ou quelque chose de ce Ah, j'étais en type-là train d'y penser. dans les prochaines années. On a No X-Ray 666, enfin 666, qui nous dit que pensez-vous du match-up Farisian versus Terence McKinney? Bah écoute, rendez-vous sur YouTube tout à l'heure. Exactement, On en a déjà parlé en fait. on en a parlé il y a quelques minutes. Voilà. Bon bah dernier deck. Ah oui, Clément Diap, fidèle parmi les fidèles sur Twitch. On va répondre à sa question. Là c'est on a terminé, hein, je crois, pour l'ordre du jour, Rust. Ouais. Voilà. Poirier, s'il gagne la ceinture, il veut monter pour avoir celle d'Ousmane, ça m'intéresserait de voir le combat. Faut voir. Après, a priori, là, tout de suite, comme ça vient, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, si Dustin Poirier est quelqu'un qui a fait featherweight dans sa vie et qui est en lightweight actuellement, même s'il est énorme, monter contre Ousmane, déjà, au niveau physique, il y a quand même une dimension qui paraît difficile à surmonter. Parce que techniquement, c'est clair, hein, techniquement, Dustin Poirier, il est comme, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est l'élite de l'élite de l'élite, quoi. C'est un calibre champion. Donc au niveau des compétences, oui, mais c'est vrai que stylistiquement et au niveau physique, ça paraît difficile parce que même si c'est un striker qui a une très bonne défense de takedown, on a vu que c'était perméable contre Khabib. Contre Ousmane, du coup, ce serait quand même, je pense, assez chaud. Et même debout, je pense que Ousmane a montré qu'il était quand même très solide, quoi. Et très solide contre des gros. Entièrement d'accord avec Rust, on a une autre question de ImODD. Il en est quoi de Rust ou Polydomso à Ares? Ah, il me semble que Polydomso, ça commence à Polydomso discuter, se hein. cache, les gars. Polydomso se cache. Polydomso, je ne sais pas ce qui se passe. On essaye pour être complètement, entièrement transparent avec vous. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu de vraies discussions entre qui devait aller à Ares entre nous trois. Alors, honnêtement, on était tous, même Fernand Lopez,
Le King Fernand Lopez était en mode, c'est vrai que ce serait pas mal Rust. Il vous avait parlé lors d'un épisode de King Only du sparring qu'il avait fait avec Rust, où il avait dit qu'il s'était pris quelques pêches. J'ai pas vu les images, personne n'a Alors, vu oui, et d'ailleurs, oh parfait, génial, Ah. ça me permet de rectifier un peu. Alors, je rassure tout le monde. Fernand Lopez, donc, qui est un ancien combattant professionnel, on avait donc fait 6 rounds de 5 minutes et on a fait 3 rounds en anglaise et 3 rounds, il me semble, avec anglaise plus lutte. Et je rassure tout le monde, hein, si Fernand avait voulu me tuer, il m'aurait tué sans aucun souci. Donc c'est juste qu'il a été, il m'a hypé et c'était cool. C'était ça, ça y est, à jamais je pourrais dire, Fernand Lopez a dit ça à propos de ma petite personne, donc c'est cool, tu vois, c'est un ego boost. Mais voilà, je tiens à dire qu'il a été super sympa, mais que s'il avait voulu m'arracher la tête et me faire des suplexes jusqu'à Saturne, il aurait pu, quoi. Rust est bien trop modeste. Oui, et Clément, donc en fait, la raison pour laquelle il y aura vraisemblablement pas de Rust à Arès, c'est exactement comme ce que tu dis dans le chat, c'est si Rust va à Arès, il y aura tout simplement plus de compétition. Donc on a envie, nous, justement, que ce soit un petit peu plus équilibré, et c'est pour ça qu'on a envie que Polydomso y aille. Plus sérieusement, c'est juste que Polydomso, sa présence à Arès, ce serait plus simple, dans le sens où que ce soit Rust ou moi, on est sous l'eau. Enfin, sous l'eau, pas vraiment sous l'eau, mais c'est vrai qu'on a vraiment pas mal de choses, on a énormément de choses à faire pour maintenir le bateau, la sueur à l'eau, à l'eau, surtout en état de fonctionnement, et Polydomso fraîchement recruté à plein temps, il pourrait justement faire partie de ce projet et essayer de... Bref, ce serait en tout cas plus facilement réalisable que ce soit Rust ou moi qui allions dans la cage d'Arès, parce que si nous on va dans la cage d'Arès, comme Polydomso d'ailleurs, à chaque fois, on prendrait ça extrêmement sérieusement, on s'entraînerait aussi, là aussi sérieusement, parce que, poursuivre les combattants, connaître un petit peu à notre échelle quand même les sports de combat, même si bien évidemment nous n'avons pas la même expérience que les combattants professionnels, on sait qu'il faut quasiment dédier sa vie au sport pour pouvoir être performant. Là en plus ce serait une vraie organisation professionnelle, donc on prendrait pas ça justement par-dessus la jambe, et donc avec Polydomso ce serait assez intéressant, parce qu'imaginez, Martin Rust Scorsese lui-même, qui fait un reportage sur Polydomso qui s'entraîne, tout ça, accompagné par pas mal de contenu, des interviews et tout. Franchement, ce serait quelque chose quand même. Hein. Ce serait quelque chose. Alors que si Rust est full-time, imaginez la tête d'un reportage réalisé par Polydomso ou moi-même, ça n'aurait pas du tout la même saveur. Voilà. Ah, ce serait intéressant. Mais et d'autant plus que puisqu'on y est, hein, autant y aller. C'est vrai que avec Polydomso, en fait, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on se connaît et qu'on s'entraîne ensemble. Et c'est clair. Enfin, s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que c'est un tueur à gages, quoi. C'est-à-dire que c'est évidemment, il est pas professionnel et il a un autre métier, etc. Ah oui, et de toute façon, le combat se ferait pas contre un mec, se ferait contre quelqu'un qui débute aussi en MMA ou qui a 1-0, voilà, c'est pas Polydomso se lance à la conquête du titre UFC. Non, c'est pour ça, non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, on a posté une vidéo où je suis où je m'entraîne sur un sac, etc., mais, si les vidéos commencent à tourner ou s'il y a des vidéos de Polydomso qui s'entraînent, vous allez voir, c'est quand même, certes, il n'est pas professionnel, mais c'est du gros niveau, quoi. Donc, ce serait intéressant si jamais Poly voulait le faire et du coup s'y immerger totalement. D'autant plus qu'il a touché un petit peu au MMA aussi. Mais voilà, c'est en termes de pied-point, c'est quand même c'est beau quoi ce qu'il fait, hein, c'est clair. Ouais, et on nous dit en plus dans l'oreillette que une salle assez prestigieuse de France lui a proposé de s'entraîner justement pour ça. On attend la réponse de Polydomso. Une chose est sûre les gars, si vous nous regardez sur YouTube, Polydomso c'est simple, quand il n'est pas dans les vidéos, il ne regarde pas la vidéo, mais il regarde toujours les commentaires. Donc bombardez les commentaires et n'hésitez pas à lui dire alors Polydomso, qu'est-ce que tu fais? On t'attend dans la cage d'Arès. Là vous avez toutes les raisons, vous savez exactement pourquoi pour l'instant on est dans une situation de négociation qui sont un petit peu en dents de scie, mais voilà, ça ne dépend plus que de vous, parce que nous on a fait tout le travail, tout le monde a fait tout le travail, voilà. Il y a là Polydomso faut qu'il se lance. Et surtout ce qui est important, c'est important aussi avec Polydomso, c'est que pour le coup je pense qu'on en a déjà parlé avec Rust. Et puis oh là là, Haywire qui fait un travail formidable dans le chat, toujours fidèle parmi les fidèles. D'ailleurs Haywire, viens en DM, écris-nous un message sur contact@lasur.com.
il faut qu'on parle. Et ouais, ou podcast@lassueur.com. Donc oui, pour Polydomso, on n'a pas, moi en tout cas, j'ai pas de doute sur le fait, tu vois, qu'il pourrait s'effondrer complètement face à la lumière et du coup être dans une salle où il y a soit d'être diffusé en direct ou soit qu'il y ait 1000-2000 spectateurs. Je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout. Parce que je sais que, du coup, comme Poly, il a fait Kyokushin et Muay Thai, et boxe anglaise aussi, je sais qu'il avait déjà fait des combats dans des salles, mais j'avoue que je sais pas. Mais ce serait mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui est intéressant, justement, de montrer cette partie-là aussi du sport qui est, tu t'exposes face à des milliers de gens, tu t'exposes face à des salles remplies, tu t'exposes face au jugement des gens, face à leur opinion, face à leur volonté de t'exprimer leur mécontentement, joie, etc. Je trouve que c'est aussi ça qui rend le sport si fascinant, quoi. Entièrement d'accord. Et on a aussi donc Alexis qui nous pose la question, il veut peut-être pas s'afficher aussi. Wow. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec ça. On va vous quitter sur une dernière réponse donc de Clément. Ce serait d'ailleurs Clément qui a gagné le concours de pronostic le mois dernier. Tout a été transmis à Venom Clément. Donc voilà, attendons-le patiemment et ça devrait arriver. Tous les autres, n'hésitez pas à nous contacter directement parce qu'il y a toujours beaucoup de gars qui ont gagné, qu'on a contacté et on n'a pas eu de réponse malheureusement. Donc Clément Dia qui nous dit ce serait quoi le surnom de Polydomso MMA? Ouf, allez, maintenant, on doit le trouver maintenant. Parce qu'on sait que si on le trouve maintenant, ça va le suivre durant toute sa carrière. Toute sa carrière. Je pense qu'on peut trouver un truc par rapport au fait que c'est une machine de guerre, mais en même temps, il est ultra cultivé, tu vois. The White Mamba? Je sais qu'il y avait un combattant à l'UFC, je crois que son surnom c'était le libraire, donc on va peut-être pas faire ça quand même parce que là c'est un petit peu ça hype pas le truc, mais genre le cerveau. Je sais pas, putain, un truc genre tu sais qui qu'est-ce qui mêlerait culture et tempérament guerrier. Allez les gars, on compte sur vous pour vos propositions dans le chat. Alors on a Deadly Brain, on a El Pikachu. N'importe quoi. The Brain, on a Deadly Brain, on a Yoda, on a Deadly Brain, c'est pas mal, hein. Ouais. Quoi? On a oui. On a le marteau piqueur, on a Big Brain Polydomso, The Ass Buster, on a The Professor. Mais bon, c'est déjà de Big Einstein, Poly Danny Daniels, Fast Learner, bon. Pour l'instant, ça reste un peu timide. The Technician? Ouais, si. Pourquoi The pas? IQ Fire. The IQ? What? Fire. Du coup, c'est fighter avec un accent anglais ou l'autre? L'autre. Ouais. Bah, de toute façon, c'est bien, ça permettra de continuer la conversation sur YouTube, du coup. Oui, exactement. Donc, n'hésitez pas à trouver un surnom de combattant à Polydomso. C'est beau, franchement, ce projet-là, s'il aboutit, on pourra dire que tous ensemble, on y a vraiment participé. Non, mais vraiment, tout est né là, de ce petit podcast. Et en plus d'une question qui arrivait comme ça, c'était pas du tout préparé. Et là, voilà, dans le chat, les gens sont en train d'essayer... Je suis en train d'essayer de lui... Je suis en train de lire des trucs, là, les gars. Oh! Celui-là lui irait bien, mais il ne faudrait surtout pas lui donner ça, l'Imperator. Ouais, mais si on finit comme ça, je pense qu'on finit avec... Là, c'est terminé. Cusco, l'empereur mégalo, dans 3 ans. Exactement. Donc, non. Mais, Polycastagne. Ah, pas mal, ça. Mais un petit peu trop... français. Ouais, exactement, mais peut-être un peu trop, justement, marrant. Bon. C'est vrai. Tu vois Bruce Buffer dire ça? Non, c'est vrai. Polycastagne, il y a un côté les castors allumés, tu vois. Enfin, ça fait un peu enfantin cartoon, quoi. Exactement. Donc mais voilà. C'est bien. Ouais, exactement. Pour le futur dessin animé sur les aventures de Polydomso, c'est pas mal. Ouais, en tout cas, les gars, on compte sur vous, les gars et les filles, parce que vous êtes un certain nombre de personnes, de la gente féminine à nous suivre.
Ça se passe dans l'espace commentaire. Trouvez un surnom à Polydomso pour le début de sa carrière en MMA. Voilà, on espère que ça lui mettra un petit peu le pied à l'étrier pour tout ça. Et puis voilà quoi. Maintenant, la prochaine fois, on lui posera la question, en tout cas dans un prochain podcast. Vous savez, il a toutes les cartes en main. On lui met pas du tout la pression. Hein, c'est pas du tout ça. En plus, même le fait d'en parler là comme ça avec vous, non. C'est vraiment, ouais, c'est pour la déconne aussi, quoi. C'est ça qui est cool. Exactement. Enfin, déconne, pas tant que ça. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que c'est entièrement possible. Et que là, la balle est dans le camp de Polydomso. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Russ. Big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Bah aussi Venom, sponsor de l'UFC et sponsor ça c'est un t-shirt Venom, hein. Exactement. Mais c'est juste, c'est Black on Black. Casquette Venom. Wouhou! Et puis avec Rost, on va se retrouver dans l'après-midi pour préparer notre gros projet de la rentrée. Voilà, la sueur entrepreneur, ça avance petit à petit. L'oiseau fait son nid. Allez mon cher Rust, à dans quelques heures. Ouais, see you. See ya.